Madame, Monsieur, bonsoir. Les nuits blanches, en tout cas, je ne vous les souhaite pas. Je souhaite que vous passiez d'excellentes soirées, d'excellentes nuits. Mais les nuits blanches, c'est simplement l'œuvre qui nous rassemble ce soir avec l'auteur Sabana Barrow. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Merci. Alors, l'histoire de trois garçons, Siriman, c'est bien comme ça que je dois lire. Siriman, Soumouké et Bangali, liés par un même destin. Mais nous commençons l'œuvre à la page 15 avec une douleur. Un enfant qui vient de perdre sa mère et qui réalise le vide qu'elle laisse, qui réalise cet absurde qu'il ne maîtrise pas, cette variable-là, qui est cette notion statique qui est dans la vie de l'homme qui arrivera forcément un jour. Justement, effectivement, Sirima, âgé seulement de 10 ans. C'est Sirima. Oui, c'est Sirima. Okay. Âgé seulement de 10 ans, perd brusquement sa mère. Pourquoi vous commencez l'œuvre comme ça? Vous auriez pu commencer autrement? Mais justement, la nuit blanche, ça dit tout. Entre le dégoût... À 10 ans, il faut donner déjà des nuits blanches à un jeune garçon. Oui, mais écoutez, les douleurs sont inhérentes à notre vie. Ça n'attend pas. C'est justement pour préparer les gens à ce genre de situation. Je m'excuse. C'est dans ce sens que voilà, justement. Et c'est ça l'artiste. C'est-à-dire qu'il faut être silencieux. Savoir faire une lecture silencieuse de tout ce qui se passe autour de nous. La nature nous parle. Et les sages aussi disent, réussis ceux qui sont attentifs. Il ne faut pas attendre de traverser une douleur pour savoir qu'elle existe. Donc vous préparez le jeune Siriman, dès l'âge de 10 ans, au travers de cette douleur qu'il traverse, à affronter de plus grands devants dans son adolescence, dans sa vie adulte. Oui, l'école de la vie. Parce que Siriman, justement, quand il perdra sa maman, au départ, comme partout d'ailleurs, c'est-à-dire la cour est bondée de monde. Il y a la tension. Il y a la tension, il est au cœur de tous les débats. Au centre de tous les débats et tout. Il est au cœur de tous les débats. Donc, quelque part, ça allait. Mais quand le monde retourne... Après la séparation. Et que lui, il se retrouve seul avec sa tante, qui elle aussi ne résidait pas ici. Elle était quittée en Europe par rapport à la situation qui était là. Donc, elle devait y retourner. Repartir. Vous voyez, à qui confier les enfants? Son oncle, qui était à la retraite, donc qui traversait des moments difficiles, financièrement, en tout cas, ça n'allait pas. Donc, ne pouvait que assurer la garde des deux petits frères de Siriman. Il était plus petit. Voilà, c'est ainsi qu'elle va se rabattre maintenant auprès de sa camarade, Madame Singa, qui était responsable de l'orphelinat. On parle de la tante, toujours. Hein. Voilà, vous voyez, et c'est l'orphelinat. Finalement, qu'il accueille. Vous voyez. Qu'est-ce que vous voulez dire de façon concrète aux gens qui nous regardent, aux téléspectateurs? En fait, ce que je veux dire, c'est que la vie est faite d'aléas. Elle est faite d'aléas. Vous voyez. Donc, Siriman n'avait jamais imaginé que cela pouvait arriver. Que cela pouvait arriver. Et voici d'ailleurs ce qui va expliquer, voici les raisons pour lesquelles il va traverser, je ne sais pas dire, mais sa vie serait faite de beaucoup de douleurs même. Là, le succès n'en aura pas trop. Et vous exprimez en fait quelque chose de caché en vous au travers de cette œuvre? Oui, beaucoup de douleurs, c'est vous, c'est votre personnage? En tout cas, dans ma vie, oui, j'ai subi beaucoup de douleurs, surtout quand j'ai perdu ma grand-mère. Votre univers s'est renversé. Voilà, j'ai senti excusez-moi, mais tout a changé dans ma vie. Vous voyez, l'amour que j'avais avec elle, sa façon exceptionnelle de me comprendre, tu vois, et puis bon, elle représentait tout, en tout cas à mes yeux, elle était tout pour moi à Abidjan. Quand je suis content, c'est elle. Quand je ne suis pas content, c'est elle. Et son départ vous a perturbé. Ouais, du coup, comme ça, elle est partie, et je m'excuse, il y a des personnes qu'on ne peut jamais remplacer. Bien sûr. Donc je sais que je ne pourrai jamais la remplacer, même pas ma femme ne pourra la remplacer. Bien sûr, elle n'est pas faite pour ça. C'est votre femme. Oui, donc pour dire qu'elle était tellement tolérante, vous voyez. Et c'est quelque chose que j'ai gardé en moi, vous voyez. Bien que responsable, devenu travailleur avec tous les soucis de la vie. La peine... Oui, elle est toujours là, elle est présente. Vous l'avez pas, vous ne pouvez pas faire ce deuil-là. Je ne peux pas l'oublier. Et même dans ce bouquin, il est... Et donc vous avez des pages blanches, vous avez des nuits blanches vous-même, en tant que... Dans ma vie, oui. Dans ma vie, oui. Vous voyez, il arrivait un moment où on passait du dégoût au désespoir. Et c'est en ce moment qu'on s'arrête. Et quand on s'arrête, c'est pour réfléchir. C'est-à-dire, on trouve un point d'arrêt là, vous voyez. C'est pour réfléchir, trouver des solutions pour agir face à la vie qui cogne. Voilà. Et pour agir face au désespoir qu'on a. Oui. Bon, tout ce qu'on a, ça peut être le désespoir, ça peut être, comme je disais... Le vide laissé par quelqu'un. En tout cas, le vide laissé par quelqu'un, et qui très souvent, je le dis toujours, ce n'est pas forcément... On peut perdre quelqu'un, pleurer, mais quand vous êtes convaincu que cette personne était d'un apport inestimable, donc en allant,
le vide qu'elle crée, le vide peut-être d'ordre financier, peut-être que certaines personnes qui s'occupaient de vous, qui payaient votre école. Peut-être affectif, émotionnel. Nous, tout ce vide-là, tout ce vide-là. Dans votre vie, ça reste toujours. Ça reste toujours. Il y en a qui réussissent à combler cela, oui. Mais pour vous, c'est resté. C'est resté, gravé dans ma tête. Et donc, quand comme le sel de ma mémoire. Quand on commence à lire les pages de ce livre, les Nuits Blanches, on commence à vous lire en fait. En réalité, voilà pourquoi j'ai dit en partie. Je parle un peu de mon histoire, mais moi je n'ai pas fait d'orphelinat. L'orphelin que je suis, je parle de moi. Vous voyez. Mais en même temps, comme je le disais, je fais beaucoup attention. Quand je suis assis là, je regarde un peu comment les gens vivent. D'accord. Et ça vous donne des leçons? Donc ça me donne des leçons, ça m'inspire. Et à chaque fois que je prends ma plume, en tout cas, j'aime débattre des faits de société. Vous voyez, des faits de société. On parle donc de la vie de ces 3 garçons qui ont décidé d'aller à l'inconnu et qui finalement, à ce point précis, un part. Mais revenons, avant d'aller plus loin avec ces 2 garçons qui ont survécu, revenons un peu à la vie à l'orphelinat. Pourquoi vous mettez un point d'honneur à nous décrire cette vie-là, que certains applaudissent parce qu'ils estiment que c'est peut-être la solution pour certains enfants qui n'ont pas de parents ou qui sont loin de leurs parents. Mais pour vous, vous avez un autre regard carrément. Effectivement. C'est-à-dire quand l'enfant est déporté à l'orphelinat. Le mot est fort quand même, déporté. Je dis déporté, il ne voulait pas partir. Il ne voulait pas partir, il a été emmené de force. Mais quand il s'est retrouvé à l'orphelinat, ce n'est pas dans la cellule familiale où on a 2, 3, 4 enfants, donc on a le temps d'individualiser. Là, on a du nombre. Oui, on a le temps d'individualiser leur éducation. Alors qu'à l'orphelinat, il y a du nombre. Alors qu'à l'orphelinat, c'est un monde. Donc il n'y a pas, là on parlera de règlement intérieur. Vous voyez, donc l'enfant percevait son départ à l'orphelinat comme étant le symbole de son rejet. Vous voyez, comme étant le symbole de son rejet. Donc, à chaque fois qu'il avait l'occasion, après une première évasion, manquée, donc la deuxième, ils se sont montés vers l'inconnu. Peu importe, c'était déjà gravé dans leur tête. Parce qu'à l'école, les autres enfants, ils communiquent entre eux. Quand ils parlent de papa, ils parlent de maman. Eux, par contre, ils ne parlent de personne. Ils ne parlent de personne. Chez eux, ils ne savent pas ce qu'on appelle papa, ils ne savent pas ce qu'on appelle maman, mais ils connaissent monsieur, madame. Oui, les éducateurs et autres, monsieur, madame. Donc, vous voyez, tout ça, ils avaient fini par busquer des choses dans leur tête qui les empêchaient de voir les choses comme elles étaient. Alors, il y a certaines philosophies qui disent qu'il faut voir dans la difficulté, il y a toujours une opportunité de pouvoir trouver quelque chose de bon dans la difficulté, faire plus avec moins. Pour vous, enfin, puisque c'est vous qui écrivez, et c'est vous qui nous montrez la théorie de ce qui se passe dans la tête de l'enfant. Certains enfants ont vécu l'orphelinat, mais qui aujourd'hui en parlent en disant « ça a été une école ». Au lieu que cela soit comme un poids, je l'ai pris pour pouvoir me concentrer sur mes études et devenir ce que je suis aujourd'hui. Vous avez notre regard. Pourquoi? Bon, l'autre regard, c'est quoi? Ça dépend aussi des différents enseignements que je voulais bien donner dans... Qu'est-ce que vous voulez donner? Donc, d'abord, c'est-à-dire quoi? Ce que je viens d'expliquer. La perception des enfants du lieu. Parce que les bases sont déjà fausses. Les bases étaient ratées. Vous voyez, les bases étaient ratées. L'enfant ne voulait pas partir. Mais il fallait bien qu'il parte. Justement, mais à son âge, il ne peut pas... ne comprenait pas le bien fondé de la chose. Ça aussi, c'est important. Tout à fait. Vous verrez que dans le tout dernier chapitre, ils vont finir par regretter tout ce qu'ils ont eu à poser comme acte. Exactement. Et ça, j'applaudis. Mais dans cet instant T, il se dit... C'est contre sa réussite que les gens disent, c'est contre son bonheur. Vous voyez, donc, ce qui faisait qu'il était insensible à tout le bienfait de ses éducateurs, de sa directrice. Tout ce qu'il voulait, c'était fuir. Et vous avez dit un mot assez fort, s'évader. S'évader. Donc, une première évasion. C'était comme une prison, l'orphelinat. Oui, c'est ça, une prison dans la tête. C'est ainsi qu'il tente une aventure vers l'inconnu. Vous voyez. Il se retrouve donc au bord de cette fameuse route où l'un part. C'est-à-dire en traversant le désert, la soif, ça fait penser à tous ces migrants. Justement, pour dire que toute aventure vers l'inconnu, préparée dans ces conditions-là. Voilà, c'est pas possible. Voit l'échec. Il faut toujours prendre son temps quand on veut faire les choses. Bien préparer les choses. Bien préparer les choses. Vous voulez tenter une aventure, faites vos papiers. Allez-y auprès des ambassades. En tout cas, soyez dans les normes. N'oubliez pas le volet sécurité. Alors, comment est-ce que... pourquoi vous n'avez pas fait faire volte-face
aux 2 survivants, puisqu'ils sont partis à 3. Oui. Et lorsque le camion venait, fatigué peut-être par le chemin et la soif, l'autre était couché. Ils ont pensé qu'il était juste endormi de fatigue ou de faim. Oui. Mais ils se sont rendus compte que leur ami était mort. Bien évidemment. On a là encore affaire à la thématique de la mort que vous mettez dans l'œuvre. Oui. Pourquoi est-ce que lorsqu'ils ont découvert cela, ils n'ont pas dit, vous n'avez pas faire faire à ces 2 personnages principaux, retournons-nous. Justement. Mais ils continuent, ils montent dans ce camion et ils partent. Justement. Laissant le corps inerte de leur ami sur la route. Ce drame qui venait de se produire. Cet autre drame. Voilà, cet autre drame était perçu par ces enfants comme un signe annonciateur d'un lendemain difficile. Parce qu'il est clair qu'ils ne peuvent plus se retourner à l'orphelinat. Que diront-ils à Mme Singa? Vous êtes partis à 3. Et l'autre? Ou continuer dans un tel état. Donc ils seront saisis par la main par un certain monsieur Somba, doyen. Exactement. Dans une société qui les envoie vers l'inconnu, ils ne savaient même pas où ils partaient. Et c'est arrivé là-bas, dans la douceur du soleil, qu'ils comprendront beaucoup de choses. Ils découvriront une autre facette de la vie. Là-bas, à l'orphelinat, il y avait ce qu'on appelait l'amour. Bien sûr. Enfin, il y avait la communication. La nourriture, tout. Mais maintenant, ils se retrouvent, entre guillemets, dans une sorte de ghetto. Vous voyez, où tous les coups sont permis. Même la nourriture. Pour avoir la nourriture, c'était une affaire de casse chinois. Y a-t-il un message que vous voulez faire passer aux enfants, aux jeunes, aux adultes Il ne faut pas confondre la liberté et le libertinage. C'est très important. Oui, je veux être libre, c'est normal. Mais la liberté, je le dis, elle est d'abord d'ordre économique, d'ordre financier. Tu es élève, il faut connaître ton bonheur du moment. Dans un premier temps, mon bonheur du moment, c'est quoi? Comment travailler à l'école, avoir mes notes. Vous voyez? Et ensuite, je continue toujours, c'est-à-dire à la fin de l'année, mes différentes compositions ou mes différentes moyennes de trucs, je les associe. Voici ça, je vais en classe supérieure. Ça, c'est ton bonheur du moment, ainsi de suite. Et c'est la somme de ces bonheurs du moment qui constituera le bonheur définitif. Donc, si on doit parler en des termes beaucoup plus pédagogiques, ça dit quoi? Il faut d'abord réaliser des objectifs spécifiques pour ensuite arriver à l'objectif terminal, final. Mais la jeunesse d'aujourd'hui ne le sait pas. Et vous le décrivez dans cette œuvre-là? Mais si, c'est ce que je veux démontrer même. La vie, je m'excuse, il ne faut pas brouiller. C'est comme un escalier. Il faut respecter les marches. Mais vous ne pouvez pas les brouiller. Vous payerez devant. Et voici pourquoi d'ailleurs, ils ont perdu l'un de l'autre. Et maintenant, ils étaient condamnés à ne plus pouvoir se retourner. Parce que si jamais ce drame ne s'était pas produit, ils allaient fuir le défi et se retourner. Comme Dieu voulait tout leur montrer, je pense bien. Donc, il les a condamnés par derrière. De votre plume. Justement, il les a condamnés par derrière et maintenant ils étaient confrontés aux dures réalités de la vie. Le français avait disparu. Et français avait disparu, c'est plutôt le nouchi. Et il y a pas mal de jeunes qui, malheureusement, pour des mauvais choix, se sont retrouvés dans l'univers que vous décrivez aujourd'hui. Justement. Et je rappelle pour vous, chers téléspectateurs, que si vous venez à peine de nous prendre en marche sur RTI 2, nous sommes à Entre les lignes. L'œuvre, c'est Les Nuits Blanches, l'auteur Sabana Barrow, que nous avons plaisir à recevoir. Alors, les 2 amis continuent. On parle de pas mal de thématiques, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez revenir sur le point de cette grève, qui les met en lumière, qui les met encore au cœur des problèmes. On parle de grève, on parle de prison, on parle... Alors, leur vie est parsemée d'embûches jusqu'à même arriver à ce point culminant qu'est la prison. Est-ce qu'à un moment donné, nos chers amis auront du répit? Oui, ils auront du répit. On ne va pas le dire pour qu'ils puissent acheter, mais d'accord, mais revenons un peu. Pourquoi leur faire passer par... Écoutez, les faire passer du moins par toutes ces difficultés. Ils avaient la possibilité de fréquenter l'école officielle. Ça s'est passé. Est-ce qu'on peut revivre? Non, mais notre passé nous suit comme la queue du chien sur son postérieur. C'est le passé qui explique le présent. Et c'est à partir du présent, maintenant, on définit le futur. Donc, tu as voulu de quelque chose. L'école de la vie, c'est ça c'est facette, ça c'est réalité. Ça c'est réalité. Ça c'est douleur. Et toutes ces douleurs sont inhérentes à notre vie. Exactement. Oui. Refuser de souffrir, c'est refuser de vivre. Le jour que vous n'êtes plus prêt à souffrir, le jour que vous n'êtes plus prêt à vous battre, mourrez. Sinon, tous les jours... Tous les jours est un défi. Vous voyez. Donc, ici, c'est tout à fait normal. Tu as laissé l'opportunité qu'on t'a donnée
Ben, tu as cru vous leur faites payer jusqu'au bout. Donc maintenant, tu es arrivé. La nourriture, ça se paye. Le français, le vocabulaire, ce n'est plus trop ça. Et tout disparaît en fait. Là-bas, c'est le chacun. C'est une autre facette de la vie qu'il voit. Vous voyez. Et comme on le dit, ça dit le premier pas qui mène à la prise de conscience, en tout cas pour un ado, c'est quand il s'assoit et il se pose la question, est-ce que je vais travailler un jour dans ma vie? Et sur ce point, nous allons faire intervenir notre docteur, le critique littéraire qui nous accompagne tout au long de cette émission, Dr Dieng, avec beaucoup de plaisir. Il arrive, restez connectés, les Nuits Blanches, Sabana Barrow. En fin d'émission, vous saurez évidemment en librairie, vous pouvez trouver cette œuvre facilement. Et puis en fin d'émission, on fera un peu le récap avec Dr Dieng de ce que nous devons retenir de cette œuvre. Mais déjà, c'est intéressant. Docteur, venez, je vous prie.